Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mercredi. Qui s'assemble se ressemble. Dans un essai passionnant, l'anthropologue Nicole Lapierre inverse l'évidence. À partir de 12h55, retour avec elle sur les conditions nécessaires au vivre ensemble. Mais d'abord, si Jacques Offenbach m'était compté, pour ce faire, j'appellerais la chanteuse lyrique Jody DeVos. Elle a sorti l'an passé un disque, Offenbach Coloratour, sur le label Alpha, avec l'orchestre de la radio bavaroise et le chef Laurent Campellone. Album en lice pour les victoires de la musique classique le mois prochain. Et elle interprète en ce moment Olympia dans les contes d'Hoffmann à l'Opéra Bastille jusqu'à la mi-février. La soprano belge de 31 ans est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Après 7 semaines d'une grève historique contre la réforme des retraites, l'Opéra de Paris a rouvert ses portes samedi dernier sur un air des contes d'Hoffmann, mise en scène par Robert Kersen et dirigée par Mark Elder. Olympia, Giulietta, Antonia, elle y interprète la première des trois muses dont Hoffmann est amoureux, un grand air, celui de la poupée. Bonjour Jody DeVos. Bonjour. Ça c'était vous en vrai sur la scène de l'Opéra Bastille. Ah, on entend la manivelle qui est en train d'être remontée. Il faut nous dire ce que représente pour vous cet air, hein, en tout cas ce qu'il représente pour une chanteuse. C'est quand même une prouesse technique, vocale, d'interpréter cette Olympia qui ne chante qu'une fois, une fois dans l'opéra, à froid. Et elle entre en scène, elle doit entonner cet air qui exige, et là on l'entend quand même, une sacrée maîtrise, une sacrée puissance aussi, tout de go. Oh oui, c'est un exercice extrêmement compliqué, ce rôle d'Olympia, parce qu'il est extrêmement court. Je pense qu'il est même encore plus court que celui de la Reine de la Nuit. Peut-être pas en temps sur scène, mais en tout cas en notes chantées. Donc il faut être prêt. J'ai la chance de rentrer peut-être 5 minutes avant de devoir chanter. Donc je suis sur le plateau, j'ai cette petite chorégraphie à faire avec Spallanzani et le reste du cast. Et j'ai 2 oui à chanter juste avant mon air. Donc ça m'aide à au moins prendre un peu la température. Et 5 minutes pour appréhender l'espace. Exactement. Mais la bouche fermée. La bouche fermée. Enfin, la bouche grande ouverte. En tout cas, le sourire bien accroché aux pommettes, parce que c'est un personnage quand même complètement farfelu. Ici, dans la mise en scène de Robert Kersen, qui est un peu déjanté, il lui donne cette toute petite part d'humain qui, à certains moments, veut reprendre le dessus. Voilà, elle n'est pas complètement mécanique. Elle prend le contrôle parfois sur Spallanzani, qui la
voilà, qu'il a avec son boîtier et qui la dirige, on va dire. Oui, ça c'est important parce qu'il y a des rôles qui requièrent un grand investissement dramatique. Là, au contraire, c'est une poupée qui logiquement se traduit, ce rôle, par l'absence d'émotion, hein. Exactement. Là où ça peut m'aider finalement, parce que c'est vrai que j'aime utiliser le drame pour mon chant et j'aime nourrir vraiment le chant par le théâtre et le drame. Ici, c'est extrêmement chorégraphié. Et ça, au début, c'est extrêmement compliqué. Dans les premières répétitions, j'étais épuisée après 1 heure de répétition avec la chorégraphe à mettre en place cet air qui finalement n'est pas très long. C'est 5 minutes de musique. Mais la chorégraphie aide finalement à trouver cette émotion dans cet air. C'est frustrant, un rôle aussi court, ou c'est intense? Alors, j'aurais eu tendance à dire frustrant. C'est ce que je ressens un peu avec le rôle de la Reine de la Nuit qui est Dans La Flûte enchantée? dans La Flûte enchantée de Mozart, exactement, qui me stresse énormément, qui est un des rôles les plus connus. Olympia est très connue aussi. Et c'est vrai qu'on aurait envie de passer plus de temps sur scène, mais c'est tellement intense et exaltant que je suis seulement contente de faire partie de cette troupe. On est une troupe de théâtre, surtout avec mes collègues ici. On est un très bon groupe de chanteurs, on s'entend tous très bien. Et c'est un projet voilà, où on n'a pas envie finalement de se mettre plus en avant et de chanter plus et de montrer plus. On est juste contente de faire partie de cette œuvre. En coulisses, on s'y prépare comment à ces quelques minutes? Alors, il y a 2 heures de maquillage quand même pour cette production. Donc, j'ai un faux crâne. Je suis chauve à un moment dans la mise en scène. Donc, il y a cette pose de faux crâne qui prend énormément de temps. J'ai le haut du corps qui est maquillé. J'ai un costume extrêmement complexe où on a moulé mon corps et on en a fait une coque en plastique pour ressembler le plus possible à une Barbie. Donc, il y a quand même 2 heures de préparation. Et puis, c'est chauffer le plus possible la voix pour ne pas avoir de surprise sur scène, chauffer le corps aussi, parce que comme je disais, c'est chorégraphié, donc le corps est énormément mis demandé sur le plateau, et puis j'essaye de pas trop y penser en fait, de juste me dire je vais m'amuser, je suis contente de retrouver mes collègues sur le plateau, et j'essaie de pas trop penser au stress que ça va me procurer. Il faut donner à entendre la mécanique, hein, de cette poupée automate, et on l'entendait dans cet extrait, comme si cette main invisible était en train de remonter au fond de vous, une petite manivelle aussi. Ça doit se répercuter, ça doit se retrouver dans cet air et dans votre voix. Dans ces contes d'Hoffmann, quel Offenbach est-ce qu'on découvre, est-ce qu'on rencontre? Je pense qu'on rencontre l'Offenbach le plus complet qui soit. Il a eu des années pour se préparer à cet opéra, il l'a voulu de tout son cœur. Il a eu beaucoup de mal à atteindre la perfection de ce grand opéra qu'il voulait écrire. Il en est mort avant. Et ça a été un homme tellement occupé c'était un grand businessman, Offenbach, c'était un visionnaire aussi. Et c'est comme si il avait vraiment mis toutes ses dernières forces et aussi rassemblé toute la richesse de son œuvre en entier dans ces contes d'Hoffmann. Est-ce qu'Hoffmann est un peu son double pour vous, dans cette rencontre entre l'amour et l'art, dans ce côté aussi un peu compositeur maudit, parfois incompris? Oui, je pense il a dû se retrouver dans Hoffmann avec toutes ces femmes aussi qu'il a aimées. On sait qu'Offenbach a eu de nombreuses muses. Et je pense qu'on peut faire le parallèle entre Hoffmann et Offenbach, oui. La pièce a été créée à l'Opéra Comique pour la première fois en 1880. C'est un opéra fantastique en 3 actes. Les contes d'Hoffmann, souvent présentés comme son opéra le plus sérieux ou son seul opéra sérieux. Ouais. On est grand par l'amour et plus grand par les pleurs, chante l'une des muses. Offenbach, vous le disiez, il est mort avec cette partition quasi achevée à la main. C'était l'orchestration qui n'avait pas encore été réalisée. Ça en dit long aussi de sa conception de la vie. Je sais que Offenbach avait pour habitude de toujours remanier ses œuvres. Je pense que pour lui, rien n'était jamais vraiment fini. Il faisait avec les chanteurs qu'il avait en face de lui. Il remaniait un air parce qu'il avait cette soprano qui était capable de lui offrir ça. C'était un compositeur qui était là pour ses artistes. Et les contes d'Hoffmann,
Mmh, voilà, c'était le rêve de sa vie qu'il n'a pas vu. Je crois que c'est le plus grand drame qui puisse être. J'espère qu'il le voit de là où il est. Heu, mais c'est vrai qu'Offenbach, c'était du génie, heu, instantanément et constamment. On retrouve cet air, les oiseaux dans la charmille, sur cet album que vous avez enregistré, consacré à l'œuvre de Jacques Offenbach. On le retrouve avec beaucoup d'autres airs que vous avez interprétés, d'héroïnes du compositeur. Est-ce que c'est pour vous une de ses œuvres les plus importantes, ou en tout cas, est-ce que c'est son œuvre, celle qui vous parle le plus, ces contes d'Hoffmann? Alors, avant de faire cette production, à l'Opéra de Paris, donc on a commencé les répétitions à la mi-décembre, je n'avais jamais vu les contes d'Hoffmann, quand même. Donc c'était une œuvre que je connaissais très, très mal. Je ne peux pas dire que c'est l'œuvre qui me touche le plus puisque l'œuvre d'Offenbach est tellement immense et je n'en connais encore qu'une toute petite partie. Je vais découvrir Fantasio, à l'Opéra Comique en décembre prochain. J'ai découvert des airs, qui ne font partie d'opéra, qui ne demandent qu'à être encore découverts. C'est vrai que les contes d'Hoffmann, pour moi, sont... Je trouve ça grandiose. La musique m'emporte vraiment. Le trio, par exemple, dans l'acte d'Antonia, le trio avec la mère et un des vilains... C'est une des plus belles choses que j'ai entendues là dans cet opéra, mais à chaque fois je suis surprise par la richesse et c'est ce qui m'est arrivé aussi quand on a enregistré ce disque, c'était de découvrir une richesse que je n'attendais pas quand je l'avais entendu au piano, parce que j'ai travaillé avec les réductions piano qui sont très sommaires et très simples, et une fois que l'orchestration arrive, on découvre vraiment le génie d'Offenbach, je trouve. Offenbach Coloratur, Jody DeVos, avec l'orchestre de la radio munichoise, à la baguette Laurent Campellone. Qu'est-ce qu'elles ont en commun pour vous, toutes ces héroïnes d'Offenbach que vous interprétez sur cet album, cet enregistrement qui, je le rappelle, est en lice pour les Victoires de la musique le mois prochain? Olga dans Boule de neige, Coria pour Werwer, Inès dans Les Bavards, Fantasia pour Le voyage dans la lune, ou encore Elsbeth de Fantasio. Je trouve qu'elles sont toutes assez féministes, en fait. Et c'est souvent des femmes de caractère. On n'est pas dans les héroïnes qui se laissent attendrir par un bellâtre et puis qui vont avoir le cœur brisé parce qu'elles ne peuvent pas avoir l'amour de leur vie. C'est des femmes qui ont du caractère. Et même ici, même Olympia, dans cette version de Carsen en plus, c'est une femme qui veut s'émanciper de son maître. C'est des femmes de caractère. Je pense que c'est ce qu'aimait aussi Offenbach, des femmes qui se revendiquaient avec force et avec leurs opinions et leur personnalité. Et elles vous donnent de la force, à vous, ces femmes-là? Oh oui, ouais. En tout cas, je pense que je suis aussi, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère dans la vie et du tempérament, et donc je m'y retrouve bien, en tout cas. La romance d'Elsbeth dans Fantasio, Voilà toute la ville en fête, extrait de l'acte 1. Voilà toute la ville en fête. Que sera-t-il pour moi, cet hymen qui s'apprête? Mon fiancé demain doit paraître à la cour. Hélas, je tremble, hésitante, inquiète, devant ces mots si doux de tendresse et d'amour. Pourquoi ne puis-je voir sans plaisir et sans peine les baisers d'user faire trembler sur la fontaine et l'ombre des tilleuls passer sur mes bras nus?
Un jeune rossignol chante au fond de mon cœur. J'entends sous les roseaux murmurer les gélets. Tout me parle d'amour, d'ivresse et de bonheur. D'ivresse et de bonheur. Extrait de Fantasio de Offenbach, extrait de l'album Offenbach Coloratour, qui sera donc en lice cette année pour les victoires de la musique classique, interprétée par vous. Jody DeVos, vous êtes notre invitée sur France Culture jusqu'à 12h30. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Les plus beaux airs sont toujours fades et ne valent pas nos roulades. Des A, c'est tout ce qu'il me faut. Des poètes les plus habiles, les paroles sont inutiles, car on ne comprend pas un mot. Elle a raison, la Coria, dans l'opéra comique de Offenbach, Vers Vers, que vous reprenez aussi, en tout cas l'air le plus célèbre dans cet album. En tout cas, elle n'a pas tout à fait tort. J'ai pu quand même constater depuis ces 5 dernières années où je suis dans le métier que les gens, le public apprécie particulièrement les sopranos coloratours, les suraigus, les vocalises, la virtuosité et qu'on ne comprenne pas tout. Ça arrive très souvent. Maintenant, je trouve quand même qu'il y a un travail en tout cas assez remarquable de la jeune génération des chanteurs français pour remettre le texte en avant. On oublie un peu cette période où finalement c'était la voix avant tout et le beau chant et la tradition du bel canto qui a fait vraiment les plus grandes heures de l'opéra, du grand opéra en tout cas. À l'opéra comique, c'était une autre tradition et je pense que le français, dans les troupes de l'opéra comique, à travers les années, était quand même primordial, mais en tout cas, les chanteurs français, ceux que je rencontre, font vraiment attention à ça. On a besoin du texte, on a envie de comprendre. Et pour le public, c'est un vrai plaisir de ne plus avoir les yeux accrochés sur les surtitres. Oui, envie de le faire vivre. Et parmi cette jeune génération, il y a votre camarade Sabine Devielle, que vous aviez remplacée au Pied Levé il y a 5 ans à vos débuts pour La Chauve-souris de Strauss, et gagnant aussi des nouveaux galons de chanteuse en chef. Et que vous avez retrouvé récemment sur la scène de l'Opéra Bastille pour les Indes galantes de Rameau. Dans le répertoire classique, c'est La Reine de la Nuit que vous avez l'une et l'autre interprétée qui illustre peut-être le mieux la singularité de votre voix, de votre tessiture, ce fameux coloratour. On écoute Sabine Devielle. Le public, l'auditeur aime les aigus. Dans toute l'histoire de la musique, la partie aiguë de l'instrument ou de la voix fait partie d'un but à atteindre et d'un morceau de sport que le public affectionne particulièrement. Donc la grande chance des sopranos coloratours ou des instruments aigus, c'est de pouvoir en donner sans trop d'efforts. Mais le problème, c'est qu'il faut maîtriser tout le reste. Et aujourd'hui, c'est ce dont je me rends compte. Plus les années passent, aujourd'hui j'ai 30 ans et je me rends compte que en ayant abordé Mélisande, j'ai progressé dans l'acmé, en ayant abordé du lead qui travaille sur le texte et sur le médium de la voix, j'ai progressé dans les contrefas de La Reine de la Nuit. Et c'est ce travail de la voix comme d'une maison avec des fondations extrêmement solides dont on a besoin quand on a une voix à l'origine fluette et agile comme celle d'une soprano coloratour. Donc c'est un instrument qu'on a particulièrement besoin de respecter et de chérir. Mais finalement, ça correspond bien à l'apprentissage de la voix en général. On a besoin de faire tout ça de façon très raisonnable. Voilà, c'est ça la particularité, Jody DeVos, de votre tessiture. Elle permet de donner de l'aigu sans trop d'efforts, comme dit Sabine Devielle. Alors oui, Sabine et moi, on est encore un peu différentes. Elle a vraiment le suraigu très très facile. Moi, je suis peut-être plus à l'aise dans le médium, donc on a chacune nos particularités. Mais elle a tout à fait raison. Chaque rôle nous donne les bases pour progresser dans d'autres choses. Donc c'est vrai que
tout s'homogénise dans le travail, au bout du compte. Vous avez un parcours assez étonnant, Jodie DeVos, parce que vous êtes venue assez tard au chant, ou disons plutôt au lyrique, à la musique classique. Parce qu'avant, il y avait la pop, le rock, vous étiez plutôt Queen ou Led Zeppelin, qui ont peut-être par ailleurs eux aussi été influencés par des compositeurs classiques. Bien sûr. Il y a ces mélanges et ces voyages qui ont toujours été réalisés en musique. Après la Royal Academy de musique de Londres, vous entrez à l'Académie de l'Opéra Comique à Paris. Quelle différence majeure entre ces deux écoles, entre ces deux styles? Est-ce que vous diriez que en Angleterre, vous avez surtout aussi appris la comédie? C'est aussi une école du geste que vous avez fait là-bas. Alors, c'est vrai que j'ai eu en Angleterre mes premiers cours de théâtre, de mouvement. L'aspect théâtral était beaucoup plus pris en compte que dans mes études précédentes à Namur. La grande différence entre les deux académies, c'est surtout le répertoire. C'est-à-dire que la Royal Academy de Londres m'a complétée en tant que chanteuse, en tant qu'artiste. J'ai appris le leader, j'ai appris l'English songs, j'ai étudié l'oratorio. Donc voilà, c'était vraiment une approche beaucoup plus complète et globale. L'Académie de l'Opéra Comique, c'est une spécialisation dans le répertoire de l'opéra comique. Donc je n'ai fait que de l'opéra comique pendant ces deux productions, cette saison à l'Opéra Comique. C'est quoi le répertoire de l'Opéra Comique? C'est un répertoire surtout français? Alors, ce n'est que français. C'est le répertoire là qui a quand même été écrit principalement, en tout cas celui qu'on a étudié au XIXe siècle. Et la particularité de l'Opéra Comique, c'est ce mélange de théâtre, donc de textes parlés et de textes chantés. Comme on peut avoir dans certaines opérettes d'Offenbach, mais l'opéra comique, on est dans des thèmes qui sont, dans des sujets qui sont aussi parfois très sérieux. Manon est un opéra comique. Carmen est le plus grand exemple d'opéra comique. Manon, prochaine création de l'Opéra de Paris, Tout aussi à retrouver de mémoire à la fin février. Du coup, Offenbach, c'est vraiment à l'Opéra Comique, durant ces années-là, que vous le rencontrez? Pas du tout, c'est après. C'est Alexandre Radvicki, qui est le directeur scientifique du Palazzetto Bruzane, qui est une fondation qui s'occupe de faire revivre les œuvres oubliées du répertoire romantique français, qui m'a proposé ce programme Offenbach Coloratur. Il avait cette idée de faire découvrir au public les airs pour soprano coloratur qui étaient chers à Offenbach, avec toutes ces cadences extrêmement virtuoses et agiles, et avec beaucoup de suraigus, évidemment. Et donc, ça a été... c'est pas ma première rencontre avec Offenbach, c'était la troisième, parce que j'avais déjà chanté Eurydice dans Orphée aux Enfers et Geneviève de Brabant, mais ça a été la vraie rencontre en tout cas. Oui, ce timbre très particulier qui est le vôtre, Jodie DeVos, vous a en tout cas ouvert la porte ou la voie aux rôles les plus emblématiques du répertoire de soprano coloratur. Ça va de Olympia des contes d'Hoffmann, dont on parle depuis midi, d'Eurydice dans Orphée aux Enfers, de la Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée, de Adèle dans le conte Hori, de Marie dans La Fille du Régiment, et tant d'autres, Titania aussi dans le songe d'une nuit d'été, ou encore Lakmé de Léo Delibes, ce rôle de Lakmé avec son air des clochettes que vous reprendrez à partir du 22 mai à l'Opéra Royal de Wallonie, puisque vous êtes aussi issu de ce beau pays qu'est la Belgique. En un mot, vous n'êtes pas rattaché à l'Opéra de Paris, mais il s'y passe quand même depuis cette semaine un conflit qui peut-être, conflit social, peut nous permettre de poser une question qu'on imagine aussi importante pour vous. Est-ce qu'à 31 ans, il vous arrive, vous, de penser à votre retraite, Jodie DeVos? Très très souvent. C'est-à-dire que je sais que ma voix ne m'amènera pas à travailler jusqu'à 64 ans, ça c'est sûr. Donc je pense souvent à mes reconversions. J'ai plein d'idées de ce que je pourrais faire quand la voix ne sera plus au niveau d'excellence que les scènes de l'Opéra de Paris méritent. Et je comprends que on doit y penser. Et en tant que jeune chanteur, on se doit de donner le meilleur de nous-mêmes maintenant, sans oublier qu'il y a un après. Voilà, on doit profiter de l'instant présent, mais ne pas oublier qu'il y a un après. Et un après qui peut arriver vite. À l'Opéra de Paris, un régime social, une caisse de retraite propre que les salariés tentent de défendre, de sauvegarder depuis 2 mois, remis en cause par la réforme actuelle des régimes de retraite par ce régime universel qui est préconisé actuellement. Dans Télérama, le patron sur le départ de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, soutient cette grève, dit-il. Et il a cette phrase assez étonnante, il dit que dès 37-38 ans, même les meilleurs interprètes
les meilleurs interprètent difficilement les grands rôles du répertoire classique. Et la voix d'un choriste s'use aussi quand il travaille quotidiennement entre répétition et représentation. Oui. 37, 38 ans. Ça me paraît quand même un peu jeune, sachant que les chanteurs qu'on peut entendre à leur plus haut niveau ont ces âges-là quand ils atteignent quand même leur plus haut niveau. Par contre, c'est certain qu'à partir de la quarantaine, pour les femmes, le corps va commencer à changer. La cinquantaine, avec les hormones, forcément, la voix change. On est tributaire de ça. Notre voix fonctionne... est très fragile et on doit en prendre grand soin. À l'Opéra de Paris ou dans tous les opéras du monde, les choristes sont soumis à des régimes très, très intenses. Ils chantent quotidiennement dans plusieurs productions, dans des styles différents, parfois sur une même semaine, qui va peut-être un peu malmener la voix. Donc c'est certain que c'est compliqué pour eux de garder... S'ils veulent être excellents vraiment comme dans leur trentaine jusqu'à 60 ans, je comprends que ça soit très compliqué. Vous dites « il », mais vous parlez de vous en disant ça ? Je peux parler de moi, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'associer à eux parce que mon métier est très différent d'un choriste. Le travail du soliste, j'ai le droit de dire non quand je me sens trop fatiguée, j'ai le droit de prendre 2 mois de congé si je peux me le permettre. Bien gérer une carrière, c'est ça. Exactement. C'est à la fois savoir pousser sa voix, donner tout, essayer de dépasser les limites qu'elle vous impose, mais aussi savoir la préserver. Il faut se ménager, ce qu'un choriste ne peut pas faire. Merci beaucoup à vous, Jody DeVos, d'avoir été invitée avec nous. Je rappelle que vous êtes en ce moment sur la scène donc, de l'Opéra Bastille, qui a repris avec les contes d'Hoffmann, d'Offenbach, jusqu'à la mi-février. On pourra vous retrouver dans plusieurs autres opéras, dont l'Acmé. Ce sera à Liège, dans le rôle de la fée dans Cendrillon à l'Opéra de Limoges, et beaucoup d'autres. Et puis cet album, Offenbach Coloratour, Jody DeVos, est en compétition maintenant en lice pour les prochaines victoires de la musique. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci à vous.